Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, c'est l'association créée par Plantu et Kofi Annan pour promouvoir la liberté d'opinion et notamment des dessinateurs de presse dans le monde. Bonjour, merci d'être avec nous Laure. Également avec nous Cédric Kaba, journaliste et écrivain, vous êtes rédacteur en chef de mondeafrique.com. À vos côtés Isabelle Lasserre, grand reporter au service étranger du Figaro. Et enfin Thierry Garrier, journaliste politique. Merci à vous tous d'avoir accepté d'être avec nous cette semaine. Alors on a d'abord assisté tout au long de la semaine à la chute d'Alep Est, l'évacuation de la population à plusieurs reprises, annoncée, retardée. Elle a finalement débuté hier jeudi. 3 convois d'autobus et d'ambulances ont fait sortir des civils, des combattants et des blessés avant que l'armée syrienne interrompe tout aujourd'hui. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien que c'est à nouveau la confusion qui règne, Isabelle Lasserre. Damas accuse les rebelles d'avoir tiré des coups de feu et tenté de prendre des militaires en otage à un poste de transit à Hamoussa sous contrôle gouvernemental. C'est un prétexte pour tout arrêter ou bien y a-t-il vraiment une réelle envie d'en découdre des rebelles, notamment avec les milices chiites? Je crois que c'est très compliqué cette évacuation parce que en fait dans cette bataille d'Alep et dans cette chute d'Alep, il y a de multiples parties qui sont prenantes. Et donc, c'est très compliqué. Il y a notamment des questions de confiance, parce que ceux qui évacuent sont aussi ceux qui autorisent l'évacuation sont aussi ceux qui ont bombardé la ville. Donc, ça cafouille. Mais c'est la confusion. Mais ce qui n'est pas confus, c'est qu'on a vraiment franchi une étape. Oui, mais pardonnez-moi, c'est même la confusion entre Russes et Syriens, puisque les Russes disent toute l'évacuation s'est faite, les Syriens disent l'évacuation est suspendue. C'est la confusion entre Russes et Syriens, c'est la confusion entre Russes et Iraniens, parce qu'ils n'avaient pas exactement le même plan d'évacuation, et que les Iraniens apparemment ont demandé que plusieurs villages supplémentaires chiites soient évacués. Mais ce qui est certain, c'est qu'Alep est tombé, et ça c'est une question de jours. Cette évacuation va se faire, et on est entré vraiment maintenant dans une nouvelle étape de la guerre, qui sera sans doute complètement différente. Oui, sauf qu'on ne sait pas, Cédric Kaba, alors qu'il est, combien de civils, et d'ailleurs plus généralement de rebelles, de combattants, quelle est la nature exacte d'ailleurs des forces en présence à Alep Est, et combien sont-ils? C'est tout à fait exact. La complexité de l'évacuation, c'est la multiplicité d'acteurs qu'il y a. On parle d'un accord qui a été conclu entre les Turcs et les Russes pour mettre en œuvre cette évacuation. Mais il y a aussi différents acteurs. Il y a les rebelles eux-mêmes, il y a les forces de Bachar al-Assad. Donc il y a une confusion. Et puis, il y a aussi une incertitude sur la nature des personnes à évacuer. On sait qu'il y a des combattants, on sait qu'il y a des civils qui ont été pris au piège de la bataille d'Alep. Donc il y a toute cette confusion qui fait qu'on a assisté justement à des différences d'appréciation, même à des problèmes de coordination entre les Russes et l'armée de Bachar al-Assad. Donc tout ça crée une situation de confusion dont on ne sait pas comment on va en sortir véritablement. Thierry Garrier, on a une multitude d'informations qui nous parviennent par Twitter. On a vu d'ailleurs des habitants d'Alep Est qui envoyaient des vidéos via YouTube notamment. Là, est-ce qu'on n'est pas finalement au cœur du mal actuel qui est finalement la profusion d'informations vraies ou fausses via Internet, la mise en doute généralisée, des capitales qui nous donnent finalement des versions très différentes d'un même événement, parfois même des alliés eux-mêmes qui se contredisent? Enfin, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on est dans une phase, évidemment, de très grande fébrilité, ce qui est normal dans l'observation, puisque, en plus, il n'y a pas de reporters au cœur du terrain, où on a quelques confrères qui prennent de très gros risques, qui sont au plus près de cette réalité, mais qui ont énormément de mal à nous donner des détails, des précisions, en effet. Moi, dans ce contexte, je me dis que le plus pertinent, le plus intéressant, c'est peut-être, ça peut paraître un peu cynique ou froid, mais c'est de s'intéresser maintenant à la suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va s'ouvrir là, qu'il s'ouvre déjà en partie avec quelques signaux donnés par Moscou, une phase plus politique. Et en particulier, la question, dans une discussion peut-être mondiale ou internationale avec quelques grandes puissances, ça va être le statut du régime syrien. Qu'est-ce qui va advenir de la suite? C'est ça l'enjeu. On peut s'intéresser à la suite quand la France, par exemple, continue à vouloir faire voter au Conseil de sécurité une résolution pour garantir des couloirs d'évacuation sécurisés, l'acheminement des secours. Est-ce que Paris a un temps de retard, finalement, sur la situation? En fait, toute la communauté, tous les Occidentaux ont un temps de retard, et Poutine, là, a un temps d'avance. C'est-à-dire que lui est en train, depuis aujourd'hui, commencer à préparer les négociations politiques. Et avec la Turquie, alors on nous annonce effectivement des négociations entre Russes et Turcs au Kazakhstan. Ne peut s'intéresser qu'au présent
c'est-à-dire l'évacuation, ou au passé très très proche, c'est-à-dire la chute d'Alep, et de toute façon ne peut proposer que des solutions qui n'ont absolument pas la moindre chance d'être adoptées, puisque le Conseil de sécurité est paralysé par les vétos russes et chinois, et que de toute façon Alep est tombé. Oui, mais il faut reconnaître précisément, dans le même esprit, que c'est très difficile, après des mois et des mois de position marqués par ce temps de retard systématique de la part de Paris, il faut reconnaître que maintenant c'est très difficile d'être en amont de la. On n'est pas à la source. On n'est pas à la source de l'information parce qu'on n'est pas présent. Une solution qui soit un peu visionnaire, si vous voulez. Oui, c'est ce que la France dit. C'est que la France dit pour cette résolution. La différence entre les résolutions qui ont été retoquées par le veto russe et cette résolution que la France propose, c'est qu'elle a une vocation humanitaire. C'est l'argument de Paris. Mais est-ce que cette vocation humanitaire suffira à amener les Russes à ne pas opposer leur veto? François Hollande se dit convaincu que les Russes, c'est dans l'intérêt des Russes aussi de la faire adopter. D'ailleurs, il menace le cas échéant d'infliger des sanctions à Moscou. Il est le seul à le penser, là. Que les Européens sont prêts à infliger de nouvelles sanctions. Mais ça n'a aucune chance de fonctionner. Donc on peut parler et proposer des choses après que les jeux soient faits. Ceux qui décident de l'avenir de la Syrie aujourd'hui sont ceux qui font la guerre et qui combattent et qui ont des troupes sur le terrain. Donc c'est alors pourquoi la France s'entête dans l'Iran et la Turquie. Pourquoi la France s'entête-t-elle dans la voie d'un accord de cessez-le-feu alors que finalement il a déjà été négocié en amont? C'est pour tirer les marrons du feu, pour tirer la couverture? Pour deux raisons. D'abord parce que la France a quand même une réputation internationale à tenir, qu'elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle a une tradition de droits de l'homme et qu'elle ne peut pas se laver les mains de cette histoire absolument terrible. Et la deuxième raison, c'est que la France est l'un des seuls pays qui, en temps et en heure, enfin en tout cas à plusieurs reprises depuis le début de la guerre de Syrie, avait proposé des solutions et que la France avait voulu vraiment agir. Elle a été lâchée par les Britanniques et surtout par les Américains. Mais la solution, c'était d'aller bombarder la masse. La France est très très impliquée sur le dossier syrien. Bon, là aujourd'hui, tous les Occidentaux ont été exclus de facto de la gestion politique de la crise syrienne par Poutine. Thierry Guerrier. Pas être cruel avec François Hollande en particulier, mais le sentiment d'impuissance là est complet. Et on a le sentiment d'une parole absolument dans le vide de la part de la France aujourd'hui. Et on se demande pourquoi, en effet, les arguments cités à l'instant sont tout à fait pertinents. On se demande s'il vaut mieux pas attendre encore un peu pour pouvoir revenir dans le jeu avec d'autres propositions qui, elles, seraient un peu plus tournées vers le futur. Toujours est-il, Seydi Kaba, qu'il faut quand même bien s'interroger sur le sort, même si la situation d'Alep n'est pas, même si elle est réglée d'un point de vue militaire, reste quand même la situation de ses habitants. On ne sait pas combien de personnes s'y trouvent. Staffan de Mistura dit qu'environ 8000 personnes ont été évacuées, mais qu'il y aura encore près de 40 000 civils et d'ailleurs rebelles également dans Alep-Est. Ça pose quand même une vraie question, surtout si les exactions mises en évidence par les Nations Unies sur les quartiers précédemment repris par l'armée syrienne, les exactions envers les civils sont avérées. Absolument. Il y a aujourd'hui, les ONG ont raison de parler de faillite morale de la communauté internationale. Ces massacres se sont produits quand même sous nos yeux, devant notre impuissance, devant l'impuissance de la communauté internationale. Il y a une situation aujourd'hui, même si cette tentative d'évacuation est une lueur d'espoir, il y a aujourd'hui une situation humanitaire avec des exactions, une situation assez grave dont ne se préoccupent pas les vainqueurs de cette guerre-là. Thierry Guerrier. Ce qui est frappant de notre côté, c'est qu'on a aujourd'hui des menaces qui, si la situation n'était pas aussi terrible, prêteraient à sourire, d'un président français sortant qui ne se représentera pas et qui n'a plus de pouvoir que totalement théorique, et on n'a aucune voix européenne. On n'entend pas Mme Merkel et on n'entend pas l'Europe, quoi qu'il en soit. C'est ça qui est frappant ce soir. Isabelle Lasserre, une partie des personnes évacuées d'Alep-Est vont être envoyées vers Idlib, une ville déjà bombardée par le régime syrien. En gros, on les envoie vers une mort certaine. C'est ça l'objectif de ces évacuations en réalité ? Alors, on va voir ce qui va se passer à Idlib, mais là encore, les choses s'annoncent très très mal parce que à Alep, la grande majorité des... Alors, il y avait plusieurs... Il y avait Al-Nosra, donc l'ancienne, enfin Al-Qaïda syrienne qui était présente à Alep, mais la majorité des rebelles n'étaient pas des djihadistes à Alep. C'est très très différent à Idlib. Donc on a l'impression qu'ils sont en train de pousser tous les combattants à Idlib pour ensuite refaire le même coup à Idlib qu'à Alep, mais cette fois avec un discours
qui sera tout à fait audible par la communauté internationale, qui sera... L'idée, c'est de créer une association permanente entre on bombarde les djihadistes. Et cette bataille d'Idlib s'annonce sans doute très très violente. Mais pour revenir à cette histoire d'évacuation, en fait, la manière dont se passe l'évacuation n'est que le reflet de l'extrême, de l'immense complexité de ce conflit syrien dans lequel on a plusieurs puissances, de nombreux groupes. Donc c'est très compliqué parce que toutes les parties ont des intérêts et des agendas différents, y compris dans l'évacuation. Illustration justement avec les accros dans ces accords successifs d'évacuation et les exactions commises par les pro-Bachar, beaucoup pointent le rôle néfaste joué par les milices chiites. Ça crée un ressentiment au-delà des frontières syriennes, comme à Istanbul, où des centaines de personnes ont manifesté devant le consulat iranien après la prière, en scandant des slogans hostiles à Téhéran. Écoutez. Nous sommes venus protester devant le consulat iranien. Comme vous le savez, la situation en Syrie et à Alep est très difficile et misérable. Malgré un accord de cessez-le-feu, les milices chiites ont attaqué ceux qui évacuent les civils. Et l'Iran est le premier responsable de ce massacre. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Thierry Gaillan, on parle de la Russie et du régime syrien. Et si l'Iran était en fait le véritable perturbateur dans la région, celui qui tire les ficelles? Non, il y a au moins une double victoire, dans une certaine mesure symbolique, avec la chute d'Alep. C'est la victoire russe, c'est la victoire de l'Iran. Incontestablement, Téhéran, qui a été très présent, discrètement en plus, beaucoup plus que la Russie. De quelle façon est-ce que l'Iran tirera les marrons du feu, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Iran a marqué des points, là. Oui. Sauf qu'on a l'impression que dans cette phase d'évacuation de Alep, l'Iran n'est pas étroitement associé. C'est plutôt la Russie qui est en première ligne. L'Iran exigeait en contrepartie, le Hezbollah exigeait effectivement l'évacuation de 2 villages rebelles de la province d'Idlib. Et on sent que ça a été compliqué, ça a failli tout faire capoter, aux grandes dames, semble-t-il, des Russes. Donc il y a de la friture sur la ligne. Enfin, je veux dire, l'axe Moscou-Téhéran, là, alors, jusque-là, les Russes et les Iraniens, pas si discrètement d'ailleurs, les Iraniens ont aidé quand même en Syrie, parce qu'il y a le Hezbollah, des conseillers militaires, donc il n'y a pas de bombardement aérien, mais ils sont quand même les premiers soutiens de Bachar al-Assad depuis le début de la guerre, et d'ailleurs ils ont déjà sauvé le régime. Mais ils n'ont pas besoin de le revendiquer sur les scènes internationales oui, tout à fait. En permanence. Jusque-là, l'Iran et la Russie étaient d'accord sur la manière de gérer le conflit syrien. À partir depuis hier, c'est-à-dire depuis du moment où s'ouvre la phase politique, depuis la chute d'Alep, les intérêts sont plus les mêmes. Et depuis donc qu'on est maintenant désormais sûr que Bachar el-Assad a sauvé son pouvoir, au moins à moyen terme, l'Iran et la Russie vont avoir sans doute des divergences parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts en Syrie et ils n'ont pas le même attachement non plus vis-à-vis de Bachar el-Assad. Les Iraniens sont beaucoup plus attachés à Bachar el-Assad que ne le sont les Russes. Ils n'ont pas forcément les mêmes amis. Les Russes se sont approchés dernièrement de la Turquie. On le voit notamment à l'occasion de ces négociations avec Istanbul, qui reste l'un des adversaires de l'Iran. Et puis surtout, Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche. Est-ce que cette proximité revendiquée par Donald Trump avec Poutine, Donald Trump qui par ailleurs veut remettre en cause l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, est-ce que ça ne risque pas de rebattre les cartes d'une certaine manière et de casser cet axe Moscou-Téhéran? Alors, en fait, les cartes, elles peuvent être rebattues et le jeu cassé de tous les côtés. C'est-à-dire que tous les présidents américains, quand ils sont arrivés à la Maison-Blanche, ont commencé par dire on resserre les liens avec la Russie. Ça n'a jamais marché. Donc d'abord, attendons de voir ce qui se passe. Quand Trump se sera fait envoyer bouler 2 ou 3 fois par Poutine, on verra comment il réagira. Ensuite, l'alliance entre la Russie et la Turquie, elle est fragile aussi, parce que dès qu'on va monter un petit peu plus au nord de toute cette région et parler de la question des Kurdes, il va sans doute y avoir des grincements de dents entre le Kremlin et Ankara. Maintenant, l'un des principaux points, des principales ambiguïtés du programme de politique internationale de Trump, c'est effectivement ça, c'est-à-dire d'un côté, il veut revoir l'accord sur le nucléaire, c'est-à-dire le durcir, imposer de nouvelles sanctions à l'Iran pour punir l'impérialisme agressif dans la région.
et en même temps, l'Iran est le meilleur allié de la Russie en Syrie. Je ne sais pas comment il va se dépatouiller de cette histoire, ce sera intéressant à observer. Ça s'annonce compliqué. Laure Simoès, votre point de vue évidemment aussi, vous, sur cette crise à Alep, et puis celui bien sûr de vos confrères dessinateurs. Oui, moi je parle toujours par le truchement de mes dessinateurs préférés, membres de Cartooning for Peace, qui ont été évidemment... alors c'est pas une série très rigolote, hein, vous pouvez l'imaginer. On commence par ce premier dessin de Hani Abbas, qui est justement un dessinateur syrio-palestinien, quand le mot calligraphié devient un symbole. Hein, voilà, ça c'est Alep. Hein, oui. C'est Alep, exactement, en syrien. Là aussi, une autre interprétation de Ed Hall, dessinateur américain pour alltoons.com. On voit le portrait de Poutine et de Bachar qui font carrément irruption dans le dessin avec ses victimes. Bon, c'est vraiment des dessins d'horreur. Hein. Cet autre dessin d'une dessinatrice australienne qui s'appelle Wilcox pour Sydney Morning Herald. On voit nos deux dirigeants syriens et russes qui disent voilà, Alep, nous avons sauvé Alep. Ils se félicitent devant ce tapis de morts. Encore un dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour Lvif l'Express. Alors là, c'est carrément le paradoxe Alep, tu es libre, le type qui ouvre la porte. Mais enfin voilà, on voit que Alep n'est plus qu'un tas de ruines. Encore un dessin très intéressant qui reprend un petit peu évidemment tous les échanges qui ont eu lieu jusqu'à présent de Emma Dajaj, dessinateur jordanien, sur l'impuissance et l'immobilisme de la communauté internationale qui n'a rien fait devant ce carnage et qui a laissé passer le temps avec une petite larme qui coule de compassion. Mais enfin, c'est pas ça qui fait changer les choses. Cet autre, alors là aussi un autre dessin très efficace de Rousseau, dessinateur français, ONU. Ça se passe 2 mots. Un autre dessin de Kroll, dessinateur belge, pour Le Soir. On parlait des négociations qui arrivent trop tardivement. On voit les 4 négociateurs, Erdogan, Rouhani, Poutine et Bachar el-Assad qui essaient tant bien que mal de trouver un accord autour du cessez-le-feu. Là, pareil, devant un tas de cendres. On parlait tout à l'heure de l'appel de la France. Alep, décembre 2016, ce dessin de Goutal. T'as vu, Hollande exige un ultimatum humanitaire. Il est plus cruel que moi. Et oui, voilà. C'est la force du dessin de presse, c'est qu'on cogne avec quelques dessins. On est sauvé, dit un habitant d'Alep. Et puis, cet autre dessin d'une dessinatrice franco-libanaise qui s'appelle Swaha pour Cartoon Movement. Alep 2016, et le gagnant est Notre Indifférence. C'est un dessin qui est évidemment très bien vu et qui nous interroge à nous tous, citoyens, sur notre part de responsabilité, parce qu'on peut se dire que si la mobilisation de la société civile avait été un petit peu plus musclée, on n'en serait peut-être pas là. C'est une question qui se pose. Et puis pour terminer, un dessin de Gillot, dessinateur français. C'est un petit brouillon qu'il a fait rien que pour nous. Avec Bachar, Alep fera passer Guernica pour le déjeuner sur l'herbe, évidemment. Guernica, Sarajevo, Grozny, Srebrenica. On pense à toutes ces villes martyrs. Mais peut-être que Alep tient le haut du pavé. Malheureusement. Merci beaucoup. Laure, on reviendra aux autres sujets d'une semaine dans le monde dans un très court instant après une courte pause. Restez avec nous.